Instabilité politique, tensions économiques, allongement des délais de paiement, la propreté n'échappe pas aux difficultés. Pour pérenniser son activité, Cleaning Bio a choisi de rationaliser son portefeuille client en se tournant vers des acteurs plus importants. Avec 300 salariés, l'entreprise nordiste réalise un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros, en croissance de 5% par an. C'est Yann Orpin, son président, qui va nous expliquer les raisons de cette stratégie. Je l'accueille tout de suite pour ce 3e épisode. Bonjour. Bonjour Séverine. Yann Orpin, c'est une décision plutôt tranchée que vous avez prise de vous tourner vers des gros clients. Pourquoi ce choix ? Depuis quelques années, on voit que les délais de paiement s'accroissent. Il y a aussi les difficultés liées aux problèmes économiques, beaucoup de dépôts de bilan. On voit bien depuis 2 ans que l'INSEE ne cesse de battre des records systématiquement de dépôt de bilan. Donc il fallait prendre des décisions fortes pour qu'on s'assure aussi de la pérennité de l'entreprise, notamment en assurant aussi des signatures clients. Et c'est ce que nous faisons en réduisant le nombre de petits clients au profit de gros clients. Et alors, comment prennent ces petits clients ? Comment vous gérez justement cette transition ? Eh bien, en fait, ça fait 3 ans qu'on a mis en place cette stratégie. Donc, on laisse partir les petits clients. On n'en cherche pas de petits, mais plutôt des gros clients. Donc, ce sont des appels d'offres qui sont plus longs à mener, avec des marges plus petites. Mais comme on rationalise, ça permet aussi d'avoir moins d'inspecteurs. Et les inspecteurs sont d'ailleurs ravis, puisqu'ils ont moins de clients à gérer. Et donc, on augmente la qualité, en tout cas dans la relation client. C'est-à-dire que les sites, finalement, sont plus importants à entretenir. Donc, chaque inspecteur en a moins à gérer. Exactement. Si vous avez 10 petits clients avec un salarié, d'avoir 10 salariés sur un seul site, ça change tout, en tout cas, dans la façon de travailler et d'assurer la relation client et la relation salarié. Alors, sur ce terrain des acteurs plus importants, vous êtes, j'imagine, en concurrence avec les plus gros acteurs de la propreté, qui sont aussi sur la région lilloise. Comment vous vous différenciez par rapport à eux ? Il y a 2 choses qui se produisent. D'abord, on a d'abord la possibilité, nous, d'avoir un contact direct, puisque le client a le portable du dirigeant de la DG et aussi de l'inspecteur. Et donc aujourd'hui, ils veulent plus de proximité. Ils veulent avoir la certitude d'avoir quelqu'un au bout du fil quand il y a un problème. Et rien que là-dessus, il y a un changement de comportement aussi des gros donneurs d'ordre qui souhaitent une meilleure qualité de proximité uniquement une relation tarifaire avec les entreprises de propreté. Alors la proximité, elle s'organise comment concrètement ? Donc à part effectivement que le client ait cet accès téléphonique, sinon comment ça se déroule plus concrètement ? Concrètement, on est à un quart d'heure, 20 minutes de tous nos clients, puisqu'on est vraiment sur la mail aujourd'hui. Donc quand le client a un problème, il a un sujet, il nous appelle, il a non seulement quelqu'un au bout du fil, mais il sait que dans l'heure, il y aura quelqu'un qui sera là pour régler le problème. Et alors, du coup, ça veut dire que vous êtes quand même obligé de mettre en place un système de permanence. Comment ça se déroule Absolument. Il y a des systèmes d'astreinte aujourd'hui qui permettent d'avoir des collaborateurs qui sont payés pour l'astreinte, évidemment, et qui peuvent agir très rapidement. Et puis nous, dirigeants, on est disponibles 7 jours sur 7. Donc, quel que soit le jour et l'heure à laquelle ils ont besoin de nous, ils nous appellent, ils ont quelqu'un au bout du fil. Et nous, on a des collaborateurs qui sont prêts à agir tout de suite, 7 jours sur 7. Et en termes d'activité, alors quel est votre positionnement ? Quelles sont les activités que vous faites ? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez développer ? Et comment agir sur ce point de positionnement finalement métier ? Alors comme il y a eu quand même aussi beaucoup de charges qui ont monté et beaucoup de négociations de la part des clients, il a fallu qu'on se diversifie. Donc on a beaucoup développé le travail exceptionnel aujourd'hui, donc des remises en état, des bardages, qui permettent de compenser non seulement le résultat qui est perdu par la renégociation des contrats, mais même d'augmenter les résultats, puisqu'on leur a doublé en 2025 avec cette double stratégie. Et donc, c'est de se remettre en cause, de réfléchir à la façon dont on peut lever la souffrance client en trouvant des nouvelles choses, possibilités. Donc, on a embauché une équipe de travaux exceptionnels aujourd'hui qui fonctionne très bien et qu'on est en train d'augmenter en nombre de personnes. Et alors, jusqu'où vous allez dans ces travaux exceptionnels ? Donnez-nous quelques exemples des activités proposées. Alors, on s'adapte au client, dire que parfois le client nous propose autre chose, notamment de désherber des villes. Donc, on s'est mis dans le désherbage en achetant des machines, on s'est renseigné, on s'est spécialisé. Et donc, aujourd'hui, on désherbe des villes complètes. C'est aussi des détagages de points d'apport volontaires. Enfin, en tout cas, quand on a un client, on essaie de le garder et même de diversifier nos activités en fonction de ses besoins. Donc, en fait, nos TE dépendent de la demande client. Et vous souhaitez le faire en propre ou ça peut aussi passer par des partenariats, de la sous-traitance auprès de spécialistes, par exemple ? Alors aujourd'hui, on traite en propre. Donc en fait, on se diversifie, on se spécialise, on recherche, on se forme. Et ça permet d'avoir tout en propre. Je préfère d'ailleurs l'avoir en propre que de sous-traiter. Comme ça, on maîtrise complètement l'outil de travail et aussi la réactivité.
Et en termes de recrutement, par rapport à ce développement des travaux exceptionnels, est-ce qu'il y a des difficultés supérieures, je dirais, au recrutement d'agents de propreté pour retrouver des techniciens qualifiés sur différents métiers? Alors, je trouve que c'est l'inverse, puisque ces métiers payent mieux, puisque plus on facture plus, ce qui veut dire qu'on peut mieux rémunérer les collaborateurs qui sont attachés à cette tâche. Et donc, c'est plus facile de les trouver. Alors, à nous de les former aussi, évidemment, puisque ce sont des tâches spécifiques, mais c'est plus facile de trouver des gens qui travaillent dans les travaux exceptionnels que juste des agents d'entretien sur lesquels on a peu de marge de manœuvre en termes de salaire. Et alors, ces techniciens, vous les formez, vous les équipez aussi. Donc, comment vous gérez l'investissement matériel, peut-être qui peut être conséquent sur certains de ces travaux exceptionnels? Absolument. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que sur une partie de nos résultats, on réinvestit tous les ans dans du matériel. Donc, on teste, on tente. C'est vraiment le test and learn. Parfois, on réussit, parfois, on ne réussit pas. Mais si on n'essaye pas, en tout cas, on ne réussira pas. Peut-être que vous pouvez passer par la location de matériel de temps en temps, quand c'est des demandes très ponctuelles. C'est quelque chose qui se fait aussi? Alors, ça se fait, on ne le fait pas. Nous, on achète directement le matériel en se disant que comme on l'a acheté, il va falloir qu'on l'amortisse. Donc, à nous de bouger pour aller chercher les marchés qui permettront d'amortir la machine. Alors, votre périmètre d'activité est très concentré autour de Lille. Pour les travaux exceptionnels également, c'est la même stratégie. Pour quelles raisons? Alors, pour les travaux exceptionnels, on va un peu plus loin, dans la mesure où on peut avoir des jours complets de travail à l'extérieur. Et donc, dans ce cas-là, on peut accepter, mais uniquement dans les Hauts-de-France. En tout cas, on reste, je dirais, à 1 heure et demie de Lille, pour qu'on puisse quand même élargir notre palette. Comme on facture mieux des travaux exceptionnels, on peut se permettre de payer des déplacements et tout en restant rentable. Et donc, pour les activités plus récurrentes, pourquoi ce choix de rester concentré, de densifier finalement votre activité sur la métropole lilloise? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est le déplacement pour les collaborateurs. On doit maîtriser pour eux aussi le temps de trajet. On sait bien que s'il y a trop de temps de trajet, eh bien, ils ne resteront pas dans l'entreprise. Et cette proximité, cette hyper-proximité qu'on veut à l'égard de nos clients, on doit être capable d'être à 20 minutes de n'importe quel client. Donc, le temps de s'organiser, en moins d'1 heure, on est sur place avec le matériel à régler le problème qui est le sien. D'autant que pour se déplacer sur l'île, c'est quoi? C'est les transports en commun. Il y a quand même beaucoup de circulation aussi, donc il faut éviter d'aller trop loin. Alors, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de transports en commun. Plus de la moitié de nos collaborateurs aujourd'hui sont en transport en commun. L'autre partie, ce sont aussi les véhicules que nous avons en propre, pour notamment des salariés qui sont des remplaçants, à qui on offre un véhicule, un téléphone, le matériel dans la voiture, pour assurer cette réactivité. Mais comme on est sur des horaires parfois décalés, à nous arranger aussi pour être disponible quand il le faut, en tenant compte de la circulation lilloise. Et comment s'organisent vos équipes concrètement? Elles repassent par le siège de l'entreprise, elles vont directement sur les sites clients. Vous essayez d'optimiser, donc comme vous disiez, ces déplacements. Est-ce que c'est quelque chose, un sujet vraiment pour vous fort? On organise toujours la veille les déplacements du lendemain. Donc en principe, le collaborateur part de chez lui, va directement chez le client, même pour un travail exceptionnel. Et vraiment, uniquement quand il y a des urgences qu'on n'a pas pu anticiper et maîtriser, il repasse par l'entreprise pour le matériel pour y aller. Mais ça reste quand même accessoire. Et sur l'optimisation donc du trajet domicile-travail, est-ce que vous avez essayé peut-être de mettre en place une cartographie pour voir où sont vos salariés, où sont les sites clients et d'optimiser au mieux? C'est systématique. Avant d'embaucher une personne, on regarde même là où elle habite par rapport au site qu'on souhaite lui confier. Et on vérifie d'abord le déplacement depuis la personne jusqu'au site sur lequel il ira travailler. On regarde sur Ilevia, il y a une application, donc, ce qui permet vraiment tout de suite de vérifier le temps de trajet qu'elle aura. Et si c'est acceptable pour elle, on ne proposera pas à un salarié un trajet qui sera trop long et qui ne sera pas acceptable humainement pour lui. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quel secteur client vous ciblez particulièrement? Alors, on cible le tertiaire, l'industrie également, peu le côté médical, pour le coup, où il y a vraiment des spécialisations que nous n'avons pas. Mais sinon, c'est vraiment la globalité finalement des sites que nous visons, puisque nous avons des inspecteurs qui sont des spécialistes sur chacun des domaines sur lesquels on se spécialise. Pour revenir à vos salariés, donc là, on sent qu'effectivement, vous faites en sorte d'optimiser leurs déplacements, ce qui est déjà une chose forte pour leurs conditions de travail. Est-ce qu'il y a d'autres actions que mène Cleaning Bio auprès des effectifs? Alors, on en mène 2 autres, puisque nous avons un organisme de formation. Donc, on les forme avant de les envoyer sur des sites, mais on les forme au site. C'est la raison pour laquelle on a créé notre organisme de formation. Et aussi, tout ce qui est gestes et postures.
On a plusieurs salariés qui sont formés et donc qui accompagnent les collègues quand ils sont sur site pour bien prendre les bonnes postures, pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Un de nos créneaux, c'est de garder les collaborateurs le plus longtemps possible. Et on a aussi cette responsabilité de leur permettre de vivre une vie décente, même en retraite. Et donc, en fait, c'est aussi de notre responsabilité que de les accompagner pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible, même après la vie d'entreprise. Et ces formations, alors sur quel sujet portent-elles dans votre organisme propre ? Alors, je n'ai pas fait de nettoyage, comment je fais. Et ensuite, je dois faire de la machine, je dois devenir chef d'équipe. Voilà, on a tous les niveaux, en tout cas, de la hiérarchie de l'entreprise et de ce qu'il devra faire, en tout cas, chez le client. Et on adapte systématiquement ces formations aux sites sur lesquels ils iront. Et donc, ce sont nos inspecteurs qui ont été formés comme formateurs, qui forment les collaborateurs, qui pourront ensuite suivre sur le site, pour qu'il y ait une vraie cohérence entre la formation qu'on délivre et le site sur lequel ils sont affectés. Donc les inspecteurs ont un rôle très très fort d'assurer le suivi finalement, d'accompagner les salariés jusqu'au bout et même en termes de formation. C'est ça. Pour nous, l'inspecteur, c'est celui qui accompagne la réussite du collaborateur sur le site. Quand un salarié fait une faute sur un site, c'est d'abord de notre faute à nous. C'est parce qu'on l'a mal formé. Et donc l'inspecteur, dans cet état d'esprit, va mieux accompagner le collaborateur parce qu'on sait que c'est d'abord nous qui devons nous remettre en cause avant de remettre en cause le collaborateur. Et pour les travaux exceptionnels, c'est aussi dans cet organisme que les équipes sont formées ? Alors, en partie, oui. Et en partie, non. Parfois, on prend des organismes extérieurs quand on ne sait pas faire. Et là, pour le coup, il y a des choses que nous ne savons pas faire. Et donc, oui, on commence par une formation interne et ensuite, on délègue ces formations à des professionnels qui sont meilleurs que nous sur le sujet. Et est-ce que vous pourriez aller plus loin que la propreté et les services associés en termes d'activité ? Est-ce que vous imaginez aller, je ne sais pas, sur la lutte contre les nuisibles ou des choses comme ça ? Alors, on le fait déjà, la lutte contre les nuisibles. On s'est diversifié aussi. Enfin, comme je vous le disais, on veut lever la souffrance client. Donc, des clients ont des appels d'offres sur cette partie-là. Donc, on s'est spécialisé aussi. Donc, c'est un inspecteur qui est spécialiste de ce domaine-là et qui a l'habilitation pour le faire chez les clients. Donc, oui, on s'ouvre en fonction des opportunités pour pouvoir élargir notre palette de services. Vous aviez aussi évoqué la question du nettoyage écologique. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis plusieurs années. Vous formez d'ailleurs vos salariés à ces méthodes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a maintenant 23 ans, j'avais un mandat qui s'appelait au TAS, au Tribunal des affaires de la sécurité sociale, où je devais juger, et j'ai jugé l'amiante à ce moment-là. Et j'ai vu à quel point l'invisible pouvait nuire à l'être humain. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il était impossible que je sois dans le déni. Et donc, tout de suite, on a voulu travailler sur les produits écologiques. On était les premiers clients de l'Arbre Vert, par exemple. Première entreprise de propreté labellisée ISO 26000. Et donc, on a de cesse de réfléchir, de trouver des solutions pour qu'on puisse, pour chaque élément, trouver ce qui est le plus écologique. Je parlais du désherbage. On désherbe à l'eau. En fait, c'est de l'eau bouillante qui vient tuer la racine, mais on n'utilise pas de produits chimiques. Donc, on ne pollue pas les terres et on ne pollue pas non plus les collaborateurs qui utilisent la machine. Donc oui, on forme nos collaborateurs systématiquement sur les produits écologiques. Alors, ils sont maintenant très diversifiés et assez faciles d'utilisation, mais on ne cesse de chercher des améliorations sur le sujet, toujours dans le respect de nos collaborateurs, dans le respect des collaborateurs de nos clients, et puis aussi pour la planète. Est-ce que ça passe aussi justement par un travail autour de l'ergonomie ? On a évoqué ça rapidement tout à l'heure. Quelle solution vous avez choisie ? Qu'est-ce que vous allez tester ? Alors c'est vrai, pour l'ergonomie, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps. On avait déjà, il y a 10 ans de ça, créé des poubelles hautes à 1,50 m pour que les collaborateurs n'aient plus à vider plein de petites poubelles. Et j'avais vendu ça aussi à nos clients. Voilà le nombre de levées-baissées qu'on n'utilise plus, en tout cas qu'il ne serait plus utile de faire pour les salariés, au profit d'une poubelle plus haute. Et beaucoup ont joué le jeu. Et donc ça permet aussi à des collaborateurs, comme je le disais, de tenir le plus longtemps possible dans la durée, en ne s'épuisant pas. Et donc, on réfléchit en effet en ergonomie, pas seul. On a aussi la médecine du travail qui nous accompagne, qui vient sur des sites et qui regarde avec nous aussi les sites sur lesquels nous sommes pour améliorer, non pas que ce site, mais tous les sites sur lesquels on aurait des similitudes. Est-ce que ça peut passer aussi par une mécanisation un peu plus fréquente ? Absolument. Dès qu'on peut, dès qu'il y a des surfaces assez importantes et dont on se rend compte que ce serait beaucoup plus pratique d'avoir une machine, on le fait. Et ça, on le prend sur notre résultat. Parfois, il y a des sites sur lesquels on ne l'a pas vendu, mais on voit que c'est beaucoup plus utile pour le collaborateur et plus efficace en termes de propreté d'avoir une machine, donc on l'achète. Et la cobotique, alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez testé, que vous avez envie d'expérimenter ou pas ? Aujourd'hui, on ne le fait pas.
Pas encore. On laisse les premiers le tester pour voir comment ça fonctionne. Nous, on reste quand même sur un métier extrêmement humain. Et la robotique peut venir aider, en tout cas, le métier, mais pas le remplacer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on regarde tout ce qui se passe, mais on ne sera pas les premiers à y aller. Et la digitalisation des activités, c'est quand même quelque chose que vous avez suivi? Oui, alors on y travaille depuis quelques années. On a même regardé comment l'IA pouvait nous accompagner sur le sujet. On n'en est pas encore au stade de l'IA aujourd'hui. On est plutôt au stade en effet, d'utiliser des logiciels qui vont accompagner, faciliter le travail des inspecteurs, des clients et aussi des collaborateurs. Il faut trouver un juste équilibre entre le côté humain qu'on doit quand même conserver et le côté digital qui peut avoir des effets pervers parfois et qui est un frein parfois aussi pour des collaborateurs qui ne lisent pas français, qui ne parlent pas français, ou même des Français qui sont illettrés. Et donc, je ne veux pas non plus mettre en difficulté systématiquement nos collaborateurs. Il faut trouver un juste milieu entre les deux et ça passe par la confiance. Et alors, donc beaucoup d'intérêt, de préoccupations autour de l'humain chez Cleaning Bio. Du coup, les salariés de l'entreprise restent chez Cleaning Bio. Vous avez peu de turnover. Alors, on a un turnover ici, comme toutes les entreprises de propreté, sur des salariés qui viennent d'être embauchés. Il y en a qui sont là depuis 20 ans, 25 ans. Et quand ils sont là, souvent, ils s'ancrent et ils ne bougent plus. Et c'est surtout sur les nouvelles personnes recrutées qu'il y a du turnover. Alors évidemment, on essaie de faire en sorte qu'elles le soient le moins possible, mais on est quand même dans un métier dans lequel les gens comptent bien. Et on voit que les aides sociales, parfois, sont notre principal concurrent. Et donc, ils comptent. Je sais que les gens, dès qu'ils atteignent 20 heures, ils ne veulent pas plus d'heures parce que sinon, s'ils travaillent plus, ils vont perdre en pouvoir d'achat. Donc comme c'est un système qui est comme ça, alors je ne suis pas pour ce système-là. Mais en tout cas, je ne veux pas aller contre mes collaborateurs qui calculent bien. Je serai dans leur situation, je ferai la même chose. Donc je ne les condamne absolument pas. C'est juste que le système est pervers et empêche, en tout cas, des personnes de rester dans leur travail parce qu'ils se disent que je vais gagner plus. Enfin, je ne vais pas gagner plus, j'aurai plus de pouvoir d'achat à rester chez moi. Et alors, du coup, on parle de durée hebdomadaire. Est-ce que le temps plein, c'est quelque chose que vous essayez de favoriser et même question pour le travail en continu en journée? Alors nous, on laisse les gens choisir le temps de travail qu'ils souhaitent et à quel moment ils veulent le faire. Donc si les gens veulent des temps pleins, on en trouve. Là, je n'ai pas de difficulté. Vu le travail qu'on a, si une personne est à temps plein et qu'elle travaille bien, elle l'aura très rapidement. Mais j'ai beaucoup de collaborateurs qui veulent des temps partiels. On a beaucoup de femmes. Alors, on doit être à 60-40 chez nous, 60% de femmes, 40% d'hommes. Mais les femmes aussi veulent des aménagements de temps de travail pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc, pas forcément de travailler à temps plein. Donc, on adapte finalement les horaires de travail en fonction des envies des collaborateurs. On avait travaillé sur le travail de nuit. Et en réalité, il n'y en a pas tant que ça qui voulaient travailler 2 jours. Il y en a qui veulent conserver quand même du travail de nuit pour pouvoir avoir des libertés pendant la journée, pour gérer les sujets personnels et souvent les enfants. Donc finalement, le travail en journée, c'est possible chez Cleaning Bio, mais uniquement si les salariés sont OK avec ça. Voilà, exactement. On adapte le temps de travail en fonction de la demande des collaborateurs. Et les clients, ils sont réceptifs ou pas à cette organisation du travail? Ils sont réceptifs philosophiquement sur le sujet du travail de jour et ensuite ils demandent quelles sont les heures de travail de jour. Alors, il y en a qui jouent vraiment le jeu, pour le coup, qui acceptent que les gens travaillent pendant les heures de travail et ça se passe bien. Et certains qui disent on a mené la réflexion, mais finalement on n'en veut pas. Donc je pense que là, ça dépend vraiment aussi de la typologie de l'entreprise, de leur activité et de leur volonté. Merci Yann Orpin. Cette discussion fait aussi l'objet de la rubrique stratégie du magazine Service de décembre 2025. Tous nos podcasts sont disponibles librement sur notre site web ainsi que sur les plateformes YouTube, Spotify et SoundCloud. Retrouvons-nous début 2026 pour un nouvel épisode.